Bon, tout le monde est prêt, on peut commencer? C'est parti. C'est parti, Émilie, Christian. Oh là là, oh le loser, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, putain? Vous l'avez mis là? C'est vous qui avez touché ça? Bah, comment il est arrivé là? Bon, les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais faire une intro un petit peu sympa, raté complètement. On est avec Christian aujourd'hui, mon agent, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne maintenant, qui remplace une personne aujourd'hui qui n'est pas venue. Pourquoi? La raison, il a eu une panne sur l'autoroute à 3 h du matin. Lucas, on t'embrasse. On est aussi avec Émilie, on est avec Isman. Merci les filles d'être venues, d'avoir fait le déplacement. J'ai hâte qu'on se raconte nos histoires aujourd'hui, car oui, il faut connaître à force le format. 4 histoires avec la mienne du coup d'horreur qu'on a vécu. Bon, pas moi, mais voilà, je vais raconter une histoire qui m'a profondément touché quand je l'ai lue du coup sur internet. Dans le format, j'ai l'habitude du coup moi de raconter une histoire tout le temps à la fin et je fais ça depuis tous les formats qu'on a fait du Salon des Mystères. D'ailleurs, je vous mets la playlist juste là. Vous pouvez regarder tous les formats des Salons des Mystères. Voilà, je me posais une question avec Christian dans la voiture hier. Est-ce que c'est cool qu'il y ait tout le temps moi voilà, qui raconte une histoire à la fin? Est-ce que je devrais seulement pas être présentateur et donc inviter un autre abonné? Comme ça, on aurait 4 histoires, mais de vrais abonnés et pas moi qui raconte une histoire. Moi, je trouve que ça rajoute une plus-value à la vidéo parce qu'en soi, les histoires que tu racontes, c'est pas forcément des histoires où les personnes peuvent se déplacer. C'est vrai. Peut-être qu'on peut passer à côté de pas mal d'histoires qui peuvent être super intéressantes. Ouais, je suis d'accord avec Isman, je pense que tant que l'histoire elle est entraînante, intrigante, il y a de l'attrait en fait. Puis ça reste ta chaîne, donc faut quand même que tu sois présent quoi. Ouais, bah alors je dis pas ça pour démissionner, il n'y a aucun rapport les gars, hein. Vraiment je kiffe toujours et j'adore vraiment, c'est vraiment le format que je préfère sur la chaîne. Comme ça on se rencontre et tout, c'est toujours plus agréable que moi qui reste seulement devant ma cam comme ça à parler. Et en plus voilà, ça me permet de raconter des histoires qui me touchent aussi profondément. Et bah voilà, ils n'ont pas eu la réponse de Christian mais c'est pas grave. Bon, on s'en fout, on ne l'aura pas, voilà. Est-ce qu'on passerait pas maintenant aux petites phrases qu'on a l'habitude de se dire au début des vidéos? Moi, ma phrase, c'est une question que je me suis posée pas mal de fois après l'incident. Ma phrase, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette dame-là n'avait pas emprunté cette rue-là? Moi du coup, ma petite phrase, ça serait « et l'entité libère le corps ». Ok, wow. J'ai envie de savoir là, toute ton histoire. Christian? La chambre au grand miroir. Et toi? Moi, ce serait la chaise qui a tué des gens. On parle d'une chaise, hein. Bizarre. Vous comprendrez pourquoi. Je vous rappelle les amis que vous pouvez me suivre sur Spotify. J'ai créé un podcast qui s'appelle Les histoires sombres et morbides. Je le répète très souvent, vous avez à force l'habitude. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'info, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets ça en description. Et voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour écouter voilà, les vidéos. Vous posez votre téléphone n'importe où quand vous faites du sport, la cuisine. Vous écoutez voilà, la vidéo en fond. Et c'est toujours plus agréable quand vous faites un truc à côté. Isman, je t'invite du coup à nous raconter ton histoire dès maintenant. C'est pas grave, putain, c'est quoi ça? Ah, voilà. Bon, Isma, Anne, plus personne, normal. Je vais vous parler maintenant les amis de Surfshark VPN. Pire transition que j'aurais pu faire. Tout le monde dans la salle, comme vous l'avez vu, vient de disparaître sans laisser aucune trace. Et moi, c'est personnellement ce que j'aime faire sur Internet. Enfin, du moins en ligne quoi. J'aime pas trop qu'on arrive à retrouver des infos sur moi. Et Surfshark, c'est parfait pour ça. Alors pour vous expliquer, Surfshark c'est hyper simple. En fait, c'est un VPN qui protège ta connexion Internet. C'est un réseau privé virtuel qui chiffre tes données. Donc personne en fait peut voir ce que tu fais en ligne concrètement. Et il cache même ton adresse IP. Donc impossible de savoir où tu habites. Et dites-vous qu'avec un seul abonnement, vous pouvez tout simplement tout faire. Tu peux protéger tous tes appareils que tu as chez toi, sécuriser même ta connexion et même faire croire que tu es connecté carrément dans un autre pays. Bon perso, moi je m'en sers pour regarder les dernières sorties cinéma qui sont pas encore sorties en France et aussi évidemment pour que mes infos ne se fassent pas aspirer. Et devinez quoi les amis, j'ai un bon plan pour vous. Vous allez tout simplement sur surfshark.com/LeoYT où vous utilisez le code LeoYT en majuscule au moment du paiement pour choper tout simplement 4 mois gratuits en plus. Il y a même une garantie de 30 jours de remboursement donc vous risquez pas grand chose. Pourquoi je suis maintenant debout, je sais pas. Bon, on se replace. Du coup, moi, il faut savoir que j'habite dans un appartement et cet appartement, il est vraiment à 2 minutes, même pas une petite minute de marche de la Seine. Généralement, quand je sors, mes parents ne veulent pas du tout que j'aille du côté Seine parce que c'est une grande route, puis d'un coup, ça devient un petit sentier. Et au niveau de ce petit sentier-là, c'est un petit peu boisé et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Déjà que sur la route, il n'y a que des auto-écoles. Au niveau de ce sentier-là, on va avoir que des gens qui promènent leurs chiens, des cyclistes ou des personnes âgées qui se promènent en général les dimanches. Sinon, en dehors de ça, j'ai le droit j'ai 12-13 ans, j'ai le droit de sortir quand même, mais faut que je sois entourée, faut qu'il y ait un minimum de monde ou que je sois avec un groupe d'amis.
Souvent, ce que je faisais, c'est que je sortais avec ma meilleure amie. On était collés, donc on allait un petit peu partout ensemble. Et au fil des sorties, on a commencé à se rendre compte qu'on croisait vachement la même personne. Donc c'était un homme, je pense qu'il devait avoir environ la cinquantaine. Et ce monsieur-là, en fait, à chaque fois, il se rapprochait de nous d'une manière ou d'une autre. Il nous disait bonjour, il souriait, et c'était fini. La première fois que je le croise, c'est dans la rue, c'est avec ma meilleure amie. Il me dit bonjour, enfin il nous dit bonjour, il sourit et il part. Chaque interaction qu'on va avoir avec ce monsieur-là, ça va être exactement pareil. Que ce soit au parc de la mairie, que ce soit à la bibliothèque de mon quartier, que ce soit même une fois au centre commercial, alors que le centre commercial c'est un petit peu plus loin que chez moi. C'est-à-dire qu'il faut prendre un bus pour y aller. On va le croiser. Ça va être le même schéma, il vient, il dit bonjour, il sourit, un grand sourire un peu malsain et il repart. Moi avec ma meilleure amie, on en parle souvent, carrément on commence à en rigoler un petit peu parce qu'on se dit trop bizarre. Pourquoi? Surtout qu'en Ile-de-France, les gens n'ont pas forcément l'habitude de se parler quand ils se connaissent pas. Carrément ça devient une petite blague entre nous, des fois on en parle, mais je mets ça de côté, je calcule pas trop, je passe à autre chose. Entre-temps, j'ai ma meilleure amie qui déménage. Donc forcément, je sors avec d'autres personnes. Un jour, j'ai voulu aller courir, marcher un petit peu, prendre l'air un dimanche matin. J'en parle à mes parents sont d'accord à partir du moment où je suis accompagnée de quelqu'un. Ce que je fais, c'est que j'appelle une copine et on décide de sortir, elle est OK pour aller courir. On finit par aller marcher. Pour aller marcher, du coup, on se demande, la question se pose, on va où? Parce qu'on va pas être au milieu de la ville, c'est pas ouf. On profite pas vraiment de la balade. Moi, j'ai l'idée de partir au niveau de la Seine, donc là où j'ai pas le droit d'aller, parce que je me dis que c'est un petit sentier boisé, et puis de toute façon, on est dimanche, il y a des promeneurs, il y a des gens à vélo, il va rien se passer. Donc on y va, tout se passe bien. Sur l'allée, on discute, on écoute un petit peu de musique avec le son pas très fort. De toute façon, il n'y avait personne autour de nous, en dehors de 2-3 personnes âgées qui faisaient leur petite balade, donc on dérangeait personne. À un moment, au niveau du sentier, donc le sentier il est assez large, puis il va commencer à se rétrécir jusqu'à partir sur une autre ville. Le sentier commence à se rétrécir et nous on continue notre petite balade avec mon ami. Sur les deux côtés, du coup, il y a de la forêt. Un côté où c'est vraiment, on va dire, 5-6 mètres de forêt, puis il y a la Seine. Et de l'autre côté, c'est juste, on va dire, 1 mètre avec des gros troncs d'arbres, etc. En passant en passant sur ce petit sentier-là, au bout d'un moment, on croise un homme qui n'est pas du côté forêt, mais qui est du côté où il n'y a que quelques troncs d'arbres. Et cet homme-là, il est retourné, donc il est de dos, il a une capuche, on ne voit pas sa tête. Et on se dit, attends, il est bizarre ce mec. Mais moi, je vois pas c'est qui. Donc j'ai pas la possibilité de voir un visage, de peut-être, voilà. Donc on continue, sauf qu'on a un mauvais feeling et on se dit, c'est bizarre, on va peut-être rebrousser chemin. Donc on se dit, on va pas rebrousser chemin maintenant, on est encore trop près du monsieur et tout. Donc on continue de marcher un petit peu, dans l'espoir aussi peut-être de croiser des promeneurs dans ce cas-là. Pour l'instant, on croise personne. Donc au bout d'un moment, on se retourne et on se dit, on y va, on va passer, ça va bien se passer, peut-être que le monsieur faisait sa vie, c'était rien, y a pas de souci. On se retourne et plus on se rapproche, plus on voit qu'en fait le monsieur, il est au milieu du sentier et il est en train d'attendre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Au début, on se dit, c'est bizarre, mais on va quand même continuer de marcher. Plus on continue de marcher, plus on voit qu'il ne bouge pas en fait. Il est en train de nous attendre. Donc là, on comprend qu'il est en train de nous attendre et que si on y va, ça va pas forcément très très bien se passer. Donc nous, on a assez peur, on était gamines toutes les deux. La meilleure idée que j'ai pu avoir, c'est on va se mettre au niveau de la forêt, on va se cacher un petit peu plus loin, donc on va pas rester au point où on est rentré. Puis quand il y aura des promeneurs, on leur explique la situation et on part. Donc au début, je me dis, on va essayer de regagner le plus de terrain, on va repartir vers la ville. On se met à marcher, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un monsieur qui habite au niveau de cette forêt-là, et ce monsieur-là a un chien. Donc impossible de dépasser la maison
parce que le chien aboie systématiquement et puis avec les aboiements, on allait se faire repérer. À partir de ce moment-là, on essaie de rester un petit peu accroupi, de remarcher dans l'autre sens, histoire de calmer un petit peu le chien et de ne pas se faire repérer. On attend un bon petit moment et là, il y a des promeneurs qui passent, on leur explique la situation. Ils ont été super gentils avec nous, ils nous ont raccompagnés, puis on est rentrés chez nous. Il faut savoir que cette histoire, elle se passe sur plusieurs mois. Donc moi, je laisse cette histoire de côté. Et quelques mois plus tard, il faut savoir que moi, mes parents, ils voyagent pas mal pour plein de raisons différentes. Et là, j'étais gardée par un ami de la famille parce que mes parents n'étaient pas là. Je me dis, j'ai pas le droit de sortir toute seule, mais là, j'ai vraiment très envie de prendre l'air. L'ami de la famille ne sait pas forcément que j'ai pas le droit d'être toute seule et va pas forcément aller vérifier que j'ai une copine avec moi. Donc je me dis, je vais aller faire un tour, ça va pas me faire de mal. Je vais pas très loin de toute façon. Je reste dans le bloc vers chez moi. Il faut savoir que vers chez moi, c'est des immeubles, des escaliers pour descendre, une grande rue qui mène vers l'eau, enfin vers la Seine. Et c'est comme ça sur plusieurs blocs. Donc ce que je me dis, c'est que je vais sortir de chez moi, je vais descendre les escaliers, marcher, reprendre l'autre rue, remonter les escaliers et je vais faire le tour. Et puis je vais revenir. De toute façon, ça va me faire mon tour entier. Et puis voilà, ça me fera mon petit moment de calme dehors avec ma petite musique dans mes petits écouteurs. Je sors, je prends mes écouteurs, je prends ma grosse doudoune à l'époque parce que c'était en hiver, il faisait assez froid. Je fais ma vie, je fais pas forcément attention à ce qu'il y a autour de moi. Au bout d'un moment, je vois que j'ai fini l'allée et je me dis je vais faire le retour. Et au bout d'un moment, il me reste vraiment 2 rangées de bâtiments à faire pour arriver chez moi. Et je me dis je vais pas rester en bas, je vais finir en haut parce que moi, la porte d'entrée de mon appartement est vers le haut. Donc je passe dans une petite ruelle et je n'ai même pas le temps de faire la moitié de la ruelle qu'en face de moi, je vois le monsieur bonjour. Le monsieur qui dit tout le temps bonjour. Là, il vient, sauf que je suis toute seule. C'est la première fois que je le vois toute seule. Le monsieur bonjour, il ne me dit pas juste bonjour. C'est-à-dire que cette fois-ci, je le vois arriver, je vois que dans sa main, il a quelque chose, sauf que c'est caché par un tissu noir. Donc je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'était juste un t-shirt dans sa main, quelque chose. Mais en tout cas, il y avait un tissu noir, je n'ai jamais su ce qu'il avait dans sa main. Et ce monsieur commence à me parler, il me dit bonjour, je suis ton voisin, en me tutoyant. Je suis ton voisin, ça fait vraiment pas longtemps que je suis là, c'est faux, ça fait des mois que je le vois un petit peu partout. J'ai pas trop d'amis, je connais pas trop grand monde, viens on va aller boire un café. Et du coup à partir de ce moment-là, il me prend par l'épaule, mais vraiment très fort, et il commence à me pousser vers les escaliers pour monter. Au moment où il commence à me pousser vers les escaliers pour monter, je vois qu'en haut il y a un van noir, enfin une grosse voiture noire, avec la porte à moitié ouverte. Donc là, je suis tétanisée en fait, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à dire non, j'ai pas réussi à bouger, à courir, j'ai réussi à rien faire du tout. Donc littéralement, j'étais en train de le suivre. Donc lui, il me poussait, moi je marchais dans sa direction. Et il me restait 4-5 marches avant de finir dans sa voiture. Et là, il y a une dame qui passe, qui me regarde, je la regarde, elle comprend ce qui se passe. Elle vient en faisant semblant de me connaître, elle me dit « Oh mais ça va ma biche, tu vas bien, comment elle va ta mère ?» J'ai même pas 5 secondes plutôt avant de voir que le monsieur se barre et je l'ai plus jamais revu. Et cette dame-là a très bien compris, elle m'a raccompagnée jusqu'à chez moi. Je n'ai plus traîné du côté de la Seine, je n'ai plus fait de balade toute seule à cet âge-là. Et puis voilà. C'est effrayant. Ouais. On peut t'applaudir pour cette... surtout pour la dame qui t'a sauvée en vrai. Hein. Waouh, bravo à elle. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui se serait passé Si cette femme n'était pas là? Est-ce que c'était quelqu'un qui était juste un petit peu mal intentionné? Est-ce qu'il m'aurait relâché après? Mais souvent dans ces situations-là, tu vois, genre, les gens qui regardent, et même moi le premier, je me dis, mais moi j'aurais vraiment, je me serais barré en courant, j'aurais pas suivi le gars. En fait, t'es tellement tétanisé de peur que tu peux même pas réagir, t'es tellement gêné de la situation, ça va plus loin que ça carrément, quoi. Et ce qui m'a effrayée, c'est vraiment, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai le fait d'avoir remarqué qu'il avait quelque chose dans sa main, mais de pas savoir ce que c'était. Ça m'a tétanisée et je m'en suis... En fait, ça passe trop vite. Tu te rends pas compte, même si ça prend 1 à 2 minutes. Dans ta tête, c'est vraiment 2 secondes, t'as pas le temps de réfléchir et tu vois que t'es en train de te faire entraîner, en fait, tu réagis pas du tout. Et t'avais quel âge à cette époque-là?
Je devais avoir 11, 12 ans, peut-être 13 ans maximum. Et il y a eu des trucs dans les news après, dans les infos ou pas? Oui, quelques semaines ou quelques mois après, je sais pas trop. Il y a eu un titre qui est sorti, c'était une tentative d'enlèvement devant une école primaire. Et c'était vraiment pas très loin de chez moi en plus. Donc j'ai essayé de chercher si c'était la personne que moi j'ai pu voir, enfin bonjour man du coup, à chaque fois. J'ai malheureusement pas trouvé de photos, j'ai rien trouvé, mais c'était vraiment quelques mois après quoi. J'imagine le flip que ça doit faire après quand tu vois justement au journal ou quelque chose qu'ils ont vraiment enlevé un enfant, qu'ils l'ont tué ou quoi et que tu te dis s'il faut ça aurait pu être moi quoi. Et t'as pas voulu en parler à tes parents de ce monsieur pendant tout ce... Et bah au début on avait parlé avec ma meilleure amie mais j'ai pas voulu en parler parce que dans ma tête d'enfant je me suis dit en fait j'aurais plus le droit de sortir. Et j'ai pas envie de perdre ce petit moment-là dehors, etc. J'ai envie de pouvoir sortir comme je veux. Du coup, j'en ai pas parlé à mes parents, je leur en ai parlé des années plus tard. Effectivement, ça aurait dû être fait. J'aurais dû les écouter sur ça. Le fait de le croiser plusieurs fois et le fait qu'il ait vraiment tenté un truc qu'en me trouvant toute seule, je pense que ça aurait pu être aussi le cas pour ma meilleure amie. S'il serait tombé sur ma meilleure amie, peut-être qu'il aurait fait pareil. On peut passer maintenant, si vous voulez bien, Émilie et Isman, à l'histoire de Christian, qui va raconter du coup, toi, une histoire paranormale, c'est ça? C'est ça. Donc pour remettre dans le contexte, on est chez moi. Ma maison a été construite au début du XXe siècle, donc elle a plus de 100 ans. Et en fait, il y a deux parties dans ma maison. Il y a une extension qui a été faite en 89 et le reste a plus de 100 ans. Je dors, donc ma chambre est dans la nouvelle partie de la maison, donc dans l'extension de la maison. Le reste, donc le salon et les autres chambres, sont dans l'ancienne partie. Donc il s'est passé plusieurs choses, plusieurs phénomènes dans la maison qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'a pas forcément discuté avec mes parents. Pour raconter la petite anecdote, pour mettre dans le contexte, un jour ma mère va faire une sieste dans son lit. On est en plein après-midi, il est peut-être 14h, et elle s'allonge, elle s'endort. Et puis au moment de se réveiller, un peu dans la période où tu sais, t'es un peu vaseux, tu te réveilles d'une sieste quoi, en pleine après-midi, elle sent quelque chose s'affaisser sur le lit. Donc elle est dos à cette chose, donc comme vraiment une forme qui vient comme moi là qui suis assis. Et donc le lit s'affaisse et elle se retourne et en fait il n'y a rien. Il y a juste la forme vraiment de quelqu'un qui s'est assis au bord du lit alors qu'en fait elle est en train de faire une sieste. Donc au début quand elle est dos à cette forme, elle sent juste, tu sais, comme si quelqu'un était venu s'asseoir et pensait que c'était mon père. Du coup elle lui demande si c'est lui et personne ne répond. Donc là à ce moment-là elle se retourne et elle voit juste quelqu'un, pas quelqu'un assis mais la forme du coup de l'assise. Et je crois que ça s'évapore, mais juste après, quelques secondes après. Mais en fait, elle a eu le temps de réaliser, c'était pas un rêve, c'était vraiment réel. Elle l'a vu, cette chose. Donc voilà, après, comme autre phénomène dans la maison, dans les escaliers. On chante toujours l'impression de se faire observer quand on est dans les escaliers de ma maison, donc dans un seul en particulier. Et tout ce que je raconte là, c'est dans l'ancienne partie du coup de la maison, pas dans la partie qui a été étendue. On sent de se faire observer, donc on monte toujours les escaliers très rapidement. On n'aime pas beaucoup les escaliers de notre maison. Et donc là, on est un soir, du coup, il y a un mois et demi. Je raconte ça à mon ami et il dit viens, on va aller dans cette chambre. Ce que j'ai pas aussi précisé, c'est que dans cette chambre, il y a un énorme miroir. Vraiment, c'est un miroir qui fait toute la chambre, toute la devanture de la chambre avec un grand lit en face du miroir. Donc il me dit, cet ami, viens, on va voir dans cette chambre. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. J'aime pas aller voir les choses. J'ai pas envie d'aller découvrir le paranormal ou le toucher. Ça m'attire vraiment pas et ça me fait très peur. Mais lui, à contrario, il a pas peur de ça et il a envie de voir ce qui se passe. Il a envie de découvrir ces choses. Donc je lui dis OK. Au même moment, d'ailleurs, je suis au téléphone avec ma copine. Donc on est 3, 2 personnes en physique et une personne au téléphone. Et on va dans cette chambre, et vraiment, à l'instant où on ouvre la chambre, on rentre, donc mes parents sont pas là, on est seuls dans la maison. À l'instant où on rentre dans cette chambre, on est pris vraiment, notre souffle est coupé, on se sent hyper oppressé. Et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, vraiment jamais arrivé. Et là, on ne sait pas, on se sent pas bien. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'euphorie du truc? On verra peut-être plus tard, mais
on se sent pas bien, c'est horrible, on ressort directement, on rentre dans la chambre, on débriefe un peu sur ce qui vient de se passer. C'est une sensation qui nous est jamais arrivée, on comprend pas. Du coup, mon ami qui avait jamais vécu des trucs pareils, il était un petit peu dérangé aussi. Et on avait peur d'y retourner. Mais d'un côté, on devient curieux de ce qui se passe. Pourquoi on a senti cette sensation? Il n'y avait rien dans cette chambre. On avait gardé les lumières éteintes pourtant, etc. Enfin, on ne comprend pas ce qui s'était passé. Quelques minutes après, on se dit, ok, on va y retourner, voir en fait si c'est nous, on se fait des films. Ça se trouve, voilà, on s'est simplement fait des films et donc on y retourne. On rentre dans la chambre, toujours cette sensation un petit peu bizarre, moins forte que la première fois. On sent que ça s'est un peu calmé. On rentre dans la chambre et on se dit on va s'allonger sur le lit. Et mon ami, il commence à poser des questions, voilà, pour voir s'il y a une entité qui est présente, quelque chose qui veut nous parler. Et il pose une question. Je ne sais plus exactement c'est quoi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose comme ça? Et là, une lumière s'allume. Depuis mon jardin, une lumière s'allume. Au moment où mon ami pose la question si une entité est présente dans la maison, une lumière dans le jardin s'allume. Jamais ça m'était arrivé avant, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, on le voit pas, on le voit la première fois, on voit une lumière qui s'allume, mais on se dit c'est rien. Elle se rééteint, il repose des questions, la lumière se rallume à nouveau. Au même moment où il pose la question, mais vraiment à des timings précis, quoi. On parlera un petit peu de est-ce que c'est une défaillance ou pas, je pense pas moi, mais c'était vraiment chelou à ce moment-là. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on se dit? On va aller dans le jardin. Donc là à ce moment-là, je suis toujours au téléphone avec ma copine, avec mon ami, et en fait on est trois à observer ce qui est en train de se passer devant nous, quoi. On descend, on ouvre les volets du coup d'en bas de ma maison et on regarde dans le jardin du coup la lumière qui s'est allumée. Vous savez, c'est les petites lumières, quand on passe devant, ça s'allume. Et on a ça un peu partout dans le jardin, on en a 3. Donc il y en a une qui est vraiment à côté de nous, en face de nous sur le barbecue, une un peu plus loin dans le jardin et une encore plus loin chez mes voisins d'en face, devant leur garage. Donc là, on commence à poser des questions et en fait, la lumière se rallume à chaque fois qu'on pose des questions. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'une entité est présente? Et en fait, les lumières vont s'alterner entre les 3. Et nous, on est devant le capteur, du coup. Et on ne passe pas devant, on ne bouge pas. Et les lumières s'allument quand même, au moment où on pose des questions. Donc ça, on a des vidéos. On les montrera peut-être. Tu les as? Si tu veux, ouais, si tu veux. Ouais. S'il y a quelqu'un, est-ce que tu peux allumer cette lumière, s'il te plaît? Non. Mais non. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, moi aussi. Non mais Christian, c'est pas possible. S'il te plaît, si quelqu'un est là, est-ce que tu peux allumer cette lumière, s'il te plaît? Tu peux passer devant, comme ça tu actives la lumière, s'il te plaît. Hein? Mais quoi? Peux-tu activer l'autre lumière, s'il te plaît, devant moi? Donc ça s'est passé, on a fait ça pendant je pense une bonne demi-heure pour voir s'il y avait quelque chose. Et c'était toujours la même chose. Et il n'y a aucune explication à ça parce qu'il n'y avait vraiment rien qui passait devant ces capteurs. Surtout très très loin chez mes voisins, la lumière s'allumait aussi. Et des fois elle se synchronisait, des fois ça se désynchronisait entre les deux. Mais c'était pas normal, il n'y avait pas de vent. Normalement on sait que ces lumières avec les capteurs ça s'allume avec le vent. Et il n'y a rien de ça. Et voilà, c'est ce qui nous est arrivé. On n'a toujours pas d'explication et cet ami c'était Léo. C'est arrivé avec Léo. On a vécu ensemble cette histoire. En fait, ouais, dès qu'on posait des questions hyper précises, est-ce que vous êtes là? Vraiment une seconde après, le truc s'allume, quoi. Donc là, on a commencé après, quand on est descendu en bas, quand on a ouvert les volets, à filmer la scène. Et c'est là où ça a été. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est qu'en gros, il y a le capteur d'une maison en face, en fait, qui s'allumait aussi. Mais il y avait personne qui passait devant, quoi. Genre on voyait en fait l'entrée, le capteur était devant avec la lumière du Porsche, et quand on posait des questions, ça s'allumait là-bas et des fois devant nous. En fait, ça alternait, quoi. Comme si le truc cherchait à communiquer avec des, je sais pas, peut-être du mort, c'est trop bizarre, quoi. Mais après, évidemment, bug du système électrique, grave possible. Mais en tout cas, cette sensation-là qu'on a ressentie avec Christian
en rentrant dans la chambre la première fois. Je n'ai jamais ressenti ça, vraiment. Genre, c'est comme si, vous savez, vous êtes comprimé au niveau du torse, comme si quelqu'un vous appuyait dessus, vous étranglez, vous serrez, quoi. C'est une sensation horrible, quoi. Et même la chambre de tes parents, j'adore tes parents, je suis fan d'eux, mais c'est quand même effrayant. Elle est vraiment effrayante. T'as de grands miroirs et un lit immense, comme un film d'horreur, quoi, un peu, tu vois. Et t'as peur. Moi, j'avais tellement peur de voir mon double reflet, tu vois. J'avais peur, tu vois, typique dans les films d'horreur, de me regarder et que mon moi commence à sourire. Je sais pas pourquoi, j'avais peur de ça, ou voir un gars qui était pas avec nous. Mais ouais, histoire bizarre, quoi. Et si vous avez, les amis, des théories dans les commentaires, et même vous, les filles, est-ce que vous avez des théories? Parce que je vois pas trop d'explications si c'était des bugs électriques, quoi, en fait. Moi, ça me rappelle une histoire que tu avais déjà eue. Ouais. C'était sur un format abonné. C'était un abonné qui avait communiqué, je crois, avec son grand-père, avec un lampadaire. Ah oui, Enzo, ouais, effectivement. C'est peut-être le même mode de fonctionnement. Mais c'est une maison, en fait, de famille. Elle a jamais changé de famille, ça a toujours été à ma famille. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a construite. C'est assez étrange. T'as des théories, toi, Émilie, ou pas? Bah déjà, apparemment, il y a ce truc qui dit qu'il faut jamais dormir avec un miroir en face du lit. Bon, là, il y avait un mur de miroir. Donc, je sais pas si c'est le top. Après, cette sensation, voilà, je vais raconter dans mon histoire de pesanteur. Vraiment, c'est ça, quoi. On le sent. Je pense c'est pas une coïncidence, en fait, que vous ayez senti ça, puis les lumières. Une coïncidence en soi, non, mais en tout cas, ça s'est causé peut-être par rapport à nous qui déclenchons cette euphorie. Mais moi, j'ai chauffé Christian, honnêtement, pour lui dire, viens, on enquête sur le truc et tout, on essaye de voir ce qui se passe, quoi. Parce que bon, lui n'aurait pas, peut-être pour... J'aime pas ça, moi. Si on se met sur le lit, on pose tranquille des questions, on voit ce qui se passe. Non, je trouve ça quand même vachement tiré par les cheveux que la lumière du voisin s'allume aussi. Parce que c'est des systèmes, je pense, entre eux, quoi. Donc, que sa lumière à lui aille s'allumer, pour moi, le truc d'un système électrique, ça paraît un peu quand même... Et avant-hier soir, j'ouvre mon frigo. On est en pleine nuit. J'avais soif. J'avais pas mangé. J'ouvre le frigo et la lumière clignote dans mon jardin. Ouais, celle de mon jardin, parce que ma cuisine est à côté de mon jardin. J'ai eu très peur. J'ai cru que quelqu'un me mettait un flash dans la tête, mais j'ai pas compris pourquoi. Bon, merci Christian, on peut l'applaudir. Franchement, merci beaucoup à toi d'avoir partagé cette histoire. Écoute, Émilie, c'est quand tu veux. On t'écoute. Ok, bon moi, mon histoire, elle s'est passée déjà il y a plusieurs années de ça. Je devais être en première et j'avais une amie depuis peu, on s'entendait très bien, on était très, très soudés en fait. On parlait pas à grand monde et on s'était liés en fait par un intérêt commun pour le paranormal, tout ce qui est histoire sombre, glauque. Et donc on aimait beaucoup regarder des vidéos de ça ensemble, en discuter, voilà. Donc pour la première fois, un week-end, je vais dormir chez elle, je vais à sa maison. Parce qu'on avait un devoir ensemble à faire, je pense, je sais plus. Mais bon, j'y vais, et donc j'arrive, et avant de commencer le devoir qu'on avait à faire ensemble, elle me dit en fait, sa chambre elle était un peu sous les combles, et elle était très très petite, donc elle m'a dit on peut pas dormir à deux dans ma chambre, c'est pas possible. Elle m'a dit on va dormir dans la chambre d'amis en fait, qui se trouve en bas de la maison, au bout d'un couloir. Donc j'arrive et je vais y déposer mon sac. Je commence à traverser ce couloir, et là, c'est exactement ce que vous m'avez décrit. C'est une sensation atroce de pesanteur là au niveau de la poitrine, du cœur. Et comme si quelqu'un m'appuyait sur les épaules. Je me sentais super mal. Et plus j'avançais dans le couloir, pire la sensation devenait en fait. Je suis arrivée dans la chambre et je me sentais vraiment dans un état atroce. Bon, je pose mon sac. Je me dis c'est pas trop grave, le couloir il était petit, sombre, je me suis dit je dois un peu juste me faire des films sur l'ambiance quoi. Donc on part, on vit notre vie, l'après-midi on fait ce qu'on a à faire. Et ensuite le soir venu, on va se coucher dans cette chambre d'amis. Et là, comme je vous ai dit, on avait un intérêt commun pour les vidéos paranormales, etc. Donc à la télé, on met des vidéos paranormales plutôt similaires aux tiennes, quoi. Les abonnés racontent, etc. Donc on regarde ça. On est toutes les deux posées dans le lit. Donc moi, je suis à droite du lit et elle est à gauche. Et donc je suis à droite et à ma droite, il y a une grande étagère avec plein de bazar qui est collée au mur. Et donc on regarde la vidéo
et je commence à entendre en fait un grattement. Donc au début, je me dis ça doit être des souris dans le mur, des animaux, je sais pas. Mais vraiment là, ça fait 15-20 minutes, c'est un grattement incessant qui vient du mur. Donc au bout d'un moment, je colle mon oreille au mur pour écouter et je me rends compte, du coup là je suis collée au mur et il y a l'étagère face à moi, je me rends compte que le bruit il vient pas du tout du mur mais en fait il vient de l'étagère. Donc du coup par curiosité je me dis ah mais s'il faut il y a une bête sur l'étagère et tout, c'est un peu dégueu, je vais chercher et essayer de la virer en fait. Et là je trouve comme un ancien, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas de mon époque mais c'était comme un truc pour mettre les cassettes, un peu comme Un lecteur cassette, quoi. un lecteur cassette, comme un Walkman, mais pour la maison, quoi, qui n'était pas portable. Et donc, il y avait un câble pour le brancher, mais il y avait aussi des piles. Et là, j'entends que le grattement, il vient de l'intérieur de ce truc de cassette. Du coup, j'ouvre, il n'y a pas de cassette. Du coup, je me dis, mais c'est pas possible, il vient d'où le bruit? Il est débranché, je le retourne, j'ouvre le boîtier à piles, et il n'y a pas de pile. Donc je me dis, mais comment ce truc-là, il est en train de faire du bruit tout seul alors qu'il y a soi-disant rien qui peut générer du bruit, quoi. Du coup, bon, ça me dérange un peu, je me dis, ah, flippant, bon, je le remets là. Toute la soirée, il a continué à faire du bruit, hein. Il s'est pas arrêté avec les petits grattements incessants, là. On continue de regarder la vidéo et au bout d'un moment, je m'endors. J'étais sur le dos, je m'endors sur le dos. Et on s'est toutes les deux endormies, donc la télé, elle continue de tourner en fait avec les vidéos. Et là, au bout d'un moment, je me réveille et je me rends compte que je ne peux pas bouger. Donc moi, dans ma vie, j'ai fait quelques paralysies du sommeil, donc directement, j'ai capté en fait, je me suis dit, ok, je sais ce qui se passe. Et moi, quand je fais une paralysie du sommeil, parce que j'ai vu plein de vidéos, de témoignages sur Internet, j'ai une seule règle, c'est Émilie, tu n'ouvres pas tes yeux. Parce que tu peux voir plein de choses et tout. Donc ma seule règle, c'est peu importe ce que tu ressens physiquement, tu vas pas ouvrir les yeux. Donc je reste là allongée, les yeux fermés. Et en fait, j'étais en terreur complète parce que j'ai jamais senti ça. J'ai vécu beaucoup de paralysie qui étaient tranquilles dans le sens où tu peux pas bouger mais tu ressens rien. Et là, j'étais allongée sur le dos et je sentais en fait vraiment qu'on m'appuyait sur la poitrine, mais avec d'une force en fait qui me coupait complètement la respiration. J'arrivais pas à respirer. En plus de ça, j'avais l'impression qu'on m'étranglait. Donc j'étais vraiment en panique complète. Et c'est peut-être une des premières fois de ma vie où j'avais l'impression que j'allais mourir en fait. J'avais l'impression que j'allais mourir. Au bout d'un moment, dans ce truc, en fait, j'aperçois en fond que la télé, elle est là et qu'elle tourne en fait. Et donc, je commence à me focaliser sur la télé pour essayer de me réveiller, de me sortir de la paralysie, en fait. Et le sentiment d'oppression, il devient de pire en pire en pire, comme ce que j'avais senti dans le couloir, mais vraiment 10 000 fois pire, quoi. J'avais l'impression que physiquement, il y avait quelqu'un sur moi qui voulait me tuer, quoi. Et au bout d'un moment, j'entends la télé. Et du coup, c'était les vidéos paranormales. Et la dame, à la télé, elle dit... et l'entité libère le corps. Et à ce moment précis-là, tout est parti. C'est bon, je pouvais de nouveau bouger, j'étais de nouveau libre de mes mouvements en fait, comme si, pour moi c'était un moment un peu, c'était lunaire quoi, c'était magique, comme si la télé avait dit ce qui venait de se passer, ou que je sais pas, ce qui était sur moi l'avait entendu comme un ordre, ou que même moi dans ma tête ça a fait déclic, et que la paralysie est partie, je sais pas, mais j'étais terrorisée. Alors du coup, il y avait mon ami à côté de moi dans le lit, et là, je l'attrape comme ça, je lui dis « Réveille-toi, réveille-toi !» Je lui dis « Je peux pas me rendormir, là, je suis terrorisée. » J'ai fait une paralysie, je lui dis, elle s'en foutait un peu, elle me dit « Ouais, vas-y, rendors-toi. » Du coup, bon, je me rendors, et le lendemain matin, je suis partie assez vite, et je n'y suis jamais retournée. Vraiment, j'ai refusé d'y retourner. Je suis restée amie avec cette personne assez longtemps après ça, mais franchement, je me suis dit, j'y retourne jamais, quoi. J'avais pas envie, même en journée, sans y dormir, j'ai dit non. Et ce qui était très bizarre, c'est que, comme je vous ai dit, on s'était liés d'amitié pour notre penchant pour le paranormal, en fait. Mais moi, j'approchais le paranormal plutôt avec un peu de peur, un peu d'appréhension, un peu de « ouais, je comprends pas, donc ça me fait flipper ». Mais cette amie-là, elle était fascinée. C'était comme
une obsession, mais ça lui faisait pas peur. Et justement, l'amie, elle m'avait dit oui, on va dormir dans la chambre d'amis parce que moi, j'adore l'ambiance dans la chambre d'amis. Elle me dit moi, j'y dors super bien, je m'y sens super bien. Et alors, vous imaginez le lendemain, quand moi, j'avais été terrorisée dans la nuit, j'avais l'impression que j'allais crever. Et que cette amie me disait ouais, moi, j'y vis super bien dans cette chambre, j'y dors tout le temps parce que je préfère y dormir que dans la mienne de chambre. Ouais, bah non, non. Ça m'a un peu fait un froid. Je me suis dit, qui est cette personne? Bah peut-être qu'elle était pas aussi ouverte. Oui, peut-être qu'elle n'était pas aussi sensible ou peut-être que c'était juste une énergie un peu pesante qui lui plaisait, je sais pas. Parce qu'en fait, pour comprendre, vous êtes endormi devant les vidéos, c'est ça? Ok. Et le fait que la cassette gratte aussi, elle l'entendait aussi? Ouais, mais elle s'en fichait. Ok. C'était un peu genre, ouais, ok. Tout ça, c'était normal. Oui. Mais la cassette, est-ce que c'est pas, tu sais, souvent les insectes se mettent dans des trucs impossibles. Est-ce que c'est pas, tu vois, un insecte bloqué qui bougeait, qui provoquait ce grattement, tu vois? Un petit cafard, un petit gendarme, tu vois, qui s'est bloqué, le pauvre d'ailleurs, force à lui. Il est peut-être d'ailleurs toujours là dans la cassette, hein, le pauvre. Mais tu vois, un truc comme ça, un truc. Mais par contre, le ressenti, c'est vrai qu'il est très bizarre. Et le fait que, enfin, la coïncidence est folle, tu vois, que ça dit cette phrase et que tu t'arrêtes dans ta paralysie. Je me le suis refait dans ma tête plein de fois. Je me suis dit, s'il faut, c'était juste comme un message subconscient et que moi, la paralysie s'est arrêtée parce que j'ai entendu ça. Ouais. Mais la coïncidence du truc, elle reste folle. Quand je vous dis que du moment où j'ai entendu ça et l'entité libère le corps et que je me suis sentie nickel, quoi, alors que 2 secondes avant, j'avais l'impression que j'allais mourir asphyxiée, quoi. Et t'as refait des paralysies après ça ou pas? Depuis celle-ci, non. J'en avais fait avant un peu dans plusieurs endroits, mais moi justement j'ai l'habitude de faire des paralysies dans les endroits où je me sens pas bien, quoi. Donc justement je fais très attention où je dors, chez qui je dors, voilà quoi. Ok. Mais celle-là, de loin, la plus flippante, je dirais. Celle qui m'a le plus marquée. Et t'as pas ouvert les yeux du coup? Ah bah non. Ouais, j'avais l'impression que si j'ouvrais les yeux, j'allais voir un truc terrifiant qui était à genoux sur moi en train de me tuer, quoi. Donc non, ma règle, c'est peu importe ce que je ressens, Et physiquement, tu ressens quoi pendant ces moments-là? Ben en fait, j'avais comme l'impression que quelqu'un était assis sur mon torse. Okay. Que tout le poids du corps de quelqu'un était là et que quelqu'un était assis ici et qui m'étranglait en même temps, quoi. Et qu'il est là, quoi. Enfin, vraiment quelqu'un qui est là, qui est dans ta bulle personnelle, un peu dans... C'est très particulier les paralysies, c'est un peu inexplicable en vrai, même les rêves et tout. Et soi-disant, il y a l'explication scientifique de ton esprit qui se réveille, mais ton corps, il se réveille pas, donc t'as encore le truc qui te paralyse pour que tu fasses pas tes rêves, en fait. Oui, d'accord. À la base, c'est ça le truc. L'explication scientifique, mais il y a plein d'autres explications qui seraient que justement ça puisse être dans ton moment le plus vulnérable, une entité qui essaye de t'attaquer, de prendre possession de toi, bon. Dans le flip comme ça, moi j'ai essayé de me dire non mais c'est la raison scientifique. Ouais, tu m'étonnes, t'essaies de te rassurer. Après c'est fou quand même qu'on arrive à ressentir un tel danger alors que soi-disant c'est tout à fait irréel et c'est tout dans la tête. Bah écoute, merci beaucoup Émilie pour ton histoire. De rien. On peut t'applaudir, merci beaucoup. Bon bah si vous le voulez bien, je vais raconter maintenant mon histoire. Une histoire que j'ai découverte sur internet. Je lis beaucoup d'histoires, que ce soit sur Reddit, sur des forums paranormaux et des forums aussi tueurs en série où ça répertorie plein d'affaires un petit peu sordides liées à des gens qui ont fait des choses absolument impensables et abominables. Surtout impardonnables en vrai. Donc l'histoire, moi, elle va se passer en Angleterre, dans le Yorkshire. Et cette histoire, c'est Thomas Busby qui va la provoquer. Donc l'histoire, il faut savoir qu'elle commence dans une auberge. Thomas Busby, il faut savoir que c'est quelqu'un qui adore aller dans cette auberge, voilà, assez vieille. L'histoire, pour préciser, se passe il y a quelques siècles. Hein. Et il faut savoir que dans cette auberge en particulier, il y a une chaise, voilà, qui est tout le temps ici, un peu comme celle-ci que vous voyez, voilà, en bois, un peu vieille, pas très attirante, mais lui adore s'y mettre pour boire sa petite bouteille d'alcool, voilà. Pour vous expliquer un petit peu, Thomas Busby, c'est quelqu'un de peu recommandable. Il est alcoolique, bagarreur et surtout il vole les gens. Il est très violent aussi, il a
l'habitude de se battre avec pas mal de personnes. Bon, c'est pas trop un gars avec qui on peut être pote, quoi. Et il faut savoir que du coup, Thomas, il vit avec sa femme et il aime pas du tout Daniel, son beau-père. Il peut pas se le voir. Et un jour, il va aller à l'auberge, ce fameux Thomas, et là, il va voir Daniel, son beau-père, sur la chaise. Ça va être vraiment le déclic. Il va sortir de ses gonds et il va prendre Daniel par le col, il va le faire sortir dehors et il va le tabasser à mort. Et il va du coup cacher le corps évidemment après ça, mais très vite, bon, la police vont retrouver le corps complètement défiguré de Daniel. Thomas Busby, il va être condamné à mort pour avoir fait ça. Logique en vrai. À cette époque-là, en plus, c'était pas encore aboli la peine de mort. Donc on pouvait tuer des gens comme ça s'ils avaient commis des actes absolument horribles quoi, à des êtres humains. Et sa dernière faveur va être de s'asseoir sur la chaise et de boire sa petite bouteille de bière, quoi. Donc il va aller dans l'auberge, la police évidemment va structurer tout ça, ils vont venir avec lui, il va boire sa bière. Dites-vous que pendant cette scène, elle est folle cette scène, en fait il y a les policiers, lui sur la chaise et toutes les personnes de l'auberge quoi, qui avaient l'habitude de venir dans l'auberge et les personnes qui travaillaient aussi dans l'auberge. Et là, il prend sa bouteille d'alcool, il la finit, il la pose par terre et il dit « Toutes les personnes, à partir d'aujourd'hui, qui vont s'asseoir sur cette chaise, ils vont décéder dans la journée. » Bon là, évidemment, personne ne le croit, tout le monde rigole, ok, d'accord, on va bientôt plus entendre parler de toi, et vivement d'ailleurs, parce que tout le monde évidemment connaît l'histoire de ce gars et comme il est très peu recommandable, personne ne l'aime vraiment dans l'auberge, quoi. Même les employés, ils le kiffent pas trop, quoi. Bon bah, il se fait exécuter, le temps passe et les événements vont commencer à être de plus en plus étranges. En tout cas, les gens qui côtoient l'auberge vont commencer petit à petit, au fur et à mesure des jours, voire des semaines qui passent. Voilà, ils vont remarquer qu'il y a des trucs de plus en plus chelous qui se passent en rapport avec cette chaise. La première personne à tester cette chaise et à s'asseoir dessus, c'est un ramoneur qui s'était aussi arrêté pour faire une petite pause sur la chaise. Il buvait son petit café. Le lendemain, on l'a retrouvé pendu chez lui. Une coïncidence, peut-être que le mec était dépressif. 2 jours plus tard, il y a des ouvriers qui vont s'asseoir dessus. Les deux vont tomber l'après-midi même du toit et vont mourir sur le coup. Bon, peut-être une coïncidence encore, un accident de travail, ça peut arriver en vrai, hein, ça peut arriver. Donc quand même 2 fois de suite, c'est quand même bizarre. Quelques jours plus tard, un camionneur va s'installer et va vouloir, comme il le dit, la tester, cette chaise, pour voir si la légende qu'on raconte autour est vraie. Après l'avoir testé, il va prendre la route. Accident de voiture, il va mourir encore une fois lui aussi sur le coup. Là, ça commence quand même à faire beaucoup, hein, vous imaginez. L'auberge décide du coup de mettre la chaise au garage. Enfin, ils ont une sorte de petit entrepôt où ils vont mettre la chaise pour éviter en fait que ce malheur arrive encore et encore. 2 ouvriers vont s'asseoir à nouveau sur la chaise. Bon, ils vont se promener un peu dans l'auberge, ils vont voir cette petite pièce un peu reculée de l'auberge et hop, ils vont voir cette chaise, ils vont décider de s'asseoir dessus. Eux aussi, dans la journée, vont mourir. Il y en a un qui a fait un arrêt cardiaque. Et l'autre, je sais plus du tout exactement la mort, mais c'est une mort aussi tragique, quoi. Accident ou je sais plus quoi, bref, un truc aussi horrible, quoi. La chaise va être mise au muséum Thirsk. Donc c'est un muséum très connu pour entreposer des objets un petit peu maudits ou des objets un petit peu étranges de l'époque. Et dites-vous qu'elle va être suspendue à 2 mètres du sol pour que personne ne s'associe. Et donc voilà, toutes les personnes qui vont visiter en fait ce muséum ont l'historique du truc et ont peur en fait de cette chaise. C'est vraiment effrayant, vous imaginez quand vous connaissez l'histoire derrière. Et voilà, la question maintenant finalement à se poser, c'est est-ce que Thomas Busby est encore là sur la chaise à attendre la prochaine personne, voilà, la prochaine tragédie, ou c'est simplement une coïncidence, voilà, que cette chaise provoque, je sais pas du tout, c'est très bizarre en tout cas cette histoire, on n'a pas plus d'informations sur le truc. En tout cas moi quand je l'ai lu sur internet, je vous avoue, elle m'a bien fait bader, parce que le fait que plein de gens meurent comme ça, on peut pas dire que c'est des coïncidences, enfin pardon, qu'il y ait autant de morts d'affilée, c'est quand même très chelou, on parle peut-être d'une malédiction qu'il a lancée du coup Thomas Busby avant de décédé. Il y en a beaucoup qui disent que en fait, le fait qu'il soit condamné à mort, ça lui est donné, entre guillemets, l'autorisation de tuer des gens. En tout cas, que la chaise lui ait donné un petit peu cette autorisation ésotérique de tuer des gens comme ça. C'est très bizarre. En tout cas, pas trop d'explications à vrai dire sur cette histoire, si ce n'est que c'est soit de la malchance pour ces personnes-là, soit ils ont été victimes de la malédiction de Thomas Busby. Wow. Voilà. Qui veut s'asseoir sur cette chaise ? Peut-être personne. Non. Peut-être personne, ouais. Ouais, je comprends.
Voilà pour mon histoire. Et dites-vous que même il y a des... Alors, j'ai évidemment raccourci tous les événements tragiques qui sont passés parce qu'il y en avait une liste. Il y a des gens qui ont développé des cancers juste après s'être assis sur la chaise. Il y a des personnes qui sont allées à la guerre et qui sont jamais revenues. Bon, ça peut être entre guillemets assez logique, mais quand même, ça fait partie des probas de l'histoire. C'est vrai que cette chaise, c'était vraiment son truc à lui, son trône un peu. Ouais. Et il n'a pas du tout apprécié que le Daniel, son beau-père, il aille dessus. Mais je trouve ça horrible, t'imagines, juste pour une chaise, quoi, une chaise en bois. Tuer quelqu'un. Tuer une personne, ôter la vie à une personne, c'est impensable en vrai pour des êtres humains normalement constitués, je pense. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci beaucoup d'être venu raconter vos histoires, c'était vraiment cool. Bon, j'ai passé un bon moment perso, vous avez passé un bon moment? Là, on me sort non. Bon, bah, c'est top. Hein. Vous êtes nombreux à apprécier le format, donc je suis trop content. On va continuer. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va aussi se déplacer un petit peu partout dans la France, mais dans d'autres pays pour des formats abonnés, parce que vous êtes nombreux à venir de Suisse, de Belgique, voilà, donc partout dans la France, Lyon, Toulouse. Donc on va venir, voilà, vous rencontrer et faire des formats dans des lieux un petit peu sympas, grottes. J'ai vu que beaucoup kiffaient les grottes. Je sais pas pourquoi. Beaucoup aiment les champs aussi, donc on ira voilà, dans des champs de maïs se poser et se raconter nos histoires. Bisous tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur l'adresse leo@d-influence.com. À très vite, merci beaucoup tout le monde. Et on se dit à plus, passez une bonne nuit tout le monde. Ou du moins essayez.